Afghanistan, Joe Biden annonce la fin de la guerre sans fin. Le 11 septembre prochain, les soldats américains diront « Goodbye Kaboul ». Minnesota, l'erreur fatale, une policière abat un jeune Afro-Américain. Elle croyait utiliser son pistolet à impulsion électrique. Les nuits de la colère sont de retour dans l'État où se déroule le procès de l'agent accusé de la mort de George Floyd. La Cour suprême va-t-elle voir le nombre de ses juges augmenter? Le président Biden crée une commission pour en étudier la possibilité. Le dernier président à avoir essayé s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Ça n'avait pas été un succès. Covid-19, un géant du rock, Mick Jagger, compose un hymne à la pandémie. Easy Sleazy, avec à la guitare David Grohl, un ancien du groupe Nirvana. Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie. Joe Biden va-t-il réaliser ce que Donald Trump avait souhaité, cesser la présence militaire américaine en Afghanistan? Pour faire son annonce, le président Biden a choisi un endroit symbolique, la salle des traités de la Maison-Blanche, celle-là même où George W. Bush avait, il y a 20 ans, annoncé l'intervention américaine après l'attaque terroriste contre les tours du World Trade Center en 2001. Et Joe Biden a choisi justement le 11 septembre prochain comme date du retrait des forces américaines. La décision de la Maison-Blanche a reçu un accueil mitigé, applaudissements à gauche et de la part de certains républicains isolationnistes, mais critiques du côté conservateur, John Bolton conduisant le chœur des protestataires. Alors, première question à chacun d'entre vous, messieurs, est-ce une bonne idée de se retirer d'Afghanistan? N'est-ce pas, comme le disent les critiques de cette décision, faire le jeu des talibans qui n'attendent que le départ des forces de la coalition pour reconquérir le pays? Je commence avec vous, Herman Cohen. Oui, moi je trouve que c'était une très bonne décision. Nous avons envoyé des troupes américaines en Afghanistan il y a 20 ans après l'attaque sur New York du 11 septembre. Cette attaque a été planifiée et organisée par Osama Bin Laden qui était en Afghanistan. Donc, on ne pouvait pas ne pas attaquer pour essayer de punir les gens d'Osama Bin Laden. Et quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, qu'à un même moment, tous les pays de l'OTAN ont invoqué l'article 5, c'est-à-dire une attaque sur un membre de l'OTAN, une attaque sur tout le monde. Et ils ont voulu envoyer des soldats avec nous en Afghanistan. Mais le président Bush, fils, a dit non, nous allons faire ça tout seul, parce que c'est une attaque sur nous. Donc, ils ont attaqué et ils n'ont pas attrapé Bin Laden, mais ils ont forcé tous les gens de Al-Qaïda et Bin Laden de quitter l'Afghanistan. Mais ils sont restés pour être sûrs que ces gens ne pouvaient pas revenir. Mais après 20 ans, tout le monde est sûr que ces gens ne vont pas revenir en Afghanistan. Et ils ont négocié avec les talibans qui sont un des éléments politiques d'Afghanistan, des éléments armés. Et les talibans ont dit, si les Américains partent, nous n'allons pas autoriser qui que ce soit pour revenir en Afghanistan pour attaquer les États-Unis. Donc, c'est tout ce que le président Biden voudrait savoir. Et il a décidé de quitter l'Afghanistan avec tous les soldats américains en commençant le 1er mai
et terminé le 11 septembre. Et vous, Dennis Beaver, êtes-vous en faveur du départ des Américains et de leurs alliés d'Afghanistan? Tout à fait, tout à fait. On a englouti une fortune dans l'Afghanistan. Et qu'est-ce qu'on peut montrer? Rien. Combien de soldats américains sont morts pour rien? On n'a pas créé une démocratie. C'était pas une démocratie avant notre arrivée là-bas. On ne peut pas faire confiance aux talibans. Ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Ils vont prendre le pouvoir dans le pays et le pays va revoir les siècles noirs où les femmes n'avaient pas d'éducation, ne pouvaient pas travailler, portaient le noir, tout ça. On n'a rien changé. Et oui, c'est le bon moment pour dire ça suffit, allez-vous-en. Et nos soldats vont revenir, retrouver leur famille. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Des fortunes. Et dans les rues, dans chaque ville en Amérique, tu vois les mecs sans abri. Alors, pour rien, cette guerre. René Léque, évidemment, l'opinion de Dennis Beaver reflète bien celle de nombreux Américains qui sont fatigués d'envoyer les boys à l'étranger dans des combats qui n'en finissent plus. Mais ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas un danger si les talibans reprennent le pouvoir et s'ils n'arrivent pas à avoir un accord de paix entre le gouvernement et les talibans, et pour le moment, ça se présente plutôt mal, que de nouveau, les organisations terroristes considèrent l'Afghanistan comme un sanctuaire et que l'on se retrouve un petit peu face à la situation de 2001. Les talibans, n'oublions pas, sont engagés lors de cet accord avec les États-Unis à stopper leur coopération avec Al-Qaïda. Or, pour le moment, rien ne prouve qu'ils aient respecté cet engagement. Oui, tout à fait, Claude. Mais vous savez, la grosse difficulté de cette aventure afghane, c'est que dès le départ, il était très difficile de déterminer les contours d'une victoire. Vous savez, aucune des trois administrations qui ont précédé celle de Biden n'est arrivée à clairement dire voilà exactement les contours d'une victoire, parce que quelque part, c'est à se demander s'il y en a vraiment une. Sinon, celle qu'a exprimée tout à l'heure par Herman, qui était très claire, et je partage tout à fait son point de vue, et je partage également du reste celui de Denis sur la question. Mais c'est vrai que l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et il y a plusieurs démocrates. Vous avez dit que bon, il y a pas mal de républicains qui s'y opposent, mais il y a aussi des démocrates qui sont en tout cas sceptiques. Bon, déjà, la hiérarchie militaire n'est pas tout à fait favorable. Le chef d'état-major lui-même ne l'est pas. Mais également, je vois que, par exemple, quelqu'un comme Jack Reed, sénateur de Rhode Island, lui-même disait qu'il faut trouver une formule pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Donc, il faudrait peut-être avoir des troupes pas loin, ou en tout cas une base opérationnelle qui se focalise particulièrement sur l'Afghanistan. Le sénateur Robert Menendez de New Jersey, lui aussi un démocrate, dit qu'il faudrait peut-être une présence minimale. Bon, là, apparemment, Biden l'exclut. Et le sénateur de New Jersey, Chris Murphy, lui dit qu'il faudrait peut-être trouver une formule pour faire une forme de contre-terrorisme, de trouver une location, de trouver un certain nombre de locations avec S qui pourrait permettre d'intervenir rapidement. Donc, la question de l'après 11 septembre 2021 se pose avec acuité si on ne veut pas se retrouver dans une situation comme celle du 11 septembre de l'époque d'il y a 20 ans. Oui, tout à fait. Les Afghans sont tout de même assez inquiets et le président Joe Biden a téléphoné à Ashraf Ghani. Tony Blinken, le secrétaire d'État, s'est rendu à Kaboul pour rencontrer les officiels, son homologue.
Et le message de Washington est le même. Rassurez-vous, on ne vous abandonne pas complètement. Certes, les forces américaines vont partir, mais nous serons là. Et si vous avez des difficultés, si les talibans essaient de reprendre le pouvoir, nous agirons. Comment? Ça, évidemment, c'est la question. Dans un instant, nouvelle bavure policière au Minnesota où se poursuit le procès du policier Derek Chauvin, accusé d'avoir provoqué la mort de George Floyd. Alors, restez avec nous. L'incident aurait pu être cocasse s'il n'avait connu une fin tragique. Une policière du Minnesota, Kim Potter, lors de l'arrestation d'un jeune noir de 20 ans, Dante Wright, voulant utiliser son pistolet à impulsion électrique pour l'immobiliser alors qu'il se débattait, a en fait utilisé son arme de service et tué le garçon. Comme l'incident s'est produit au moment où se déroule le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd, la réaction des autorités de la ville a été rapide, démission volontaire de Kim Potter, suivie de son inculpation pour homicide involontaire. Mais René Lake, cela n'a pas calmé la rue et de nouvelles manifestations ont eu lieu. Oui, tout à fait, Claude, et je crois que ça va malheureusement ou heureusement, selon la perspective que l'on a, que ça va continuer encore un moment. Je me demande même si ça n'a pas allé au moins jusqu'au verdict de l'affaire Chauvin. On va voir. Mais vous savez, Claude, c'est un peu l'expression d'un ras-le-bol. Je crois qu'il y a une sorte de suffocation de la communauté noire aux États-Unis, mais pas seulement de la communauté noire, la communauté blanche également. Vous l'avez certainement vu à travers les images de la presse, il y avait beaucoup de blancs également à ces manifestations auxquelles vous faisiez référence ces derniers jours. Donc, je crois que les gens se disent un peu trop, c'est trop. Et à un moment, il y a toute la question des règles et de la pratique policière dans ce pays qu'il faudrait peut-être revoir. Déjà, cette idée de shoot to kill, cette idée selon laquelle, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris depuis que je suis aux États-Unis, ça fait plus d'un quart de siècle. Pourquoi un policier, quand il tire, doit-il tuer la personne qu'il vise? On peut tirer dans les jambes, on peut tirer ailleurs, mais sans chercher nécessairement à tuer la personne que l'on pourchasse. Deuxièmement, et j'entendais un expert de police, ancien policier lui-même, ancien chef de police, dire pourquoi vouloir à tout prix capturer pratiquement la personne que l'on vise, alors que vous avez les papiers, vous avez le nom de la personne, vous avez son identité, mais laissez-le rentrer tranquillement chez lui, allez le cueillir 2 heures plus tard chez lui, attendez le lendemain pour aller le prendre ou l'arrêter, etc. Donc, il n'y a pas lieu à chaque fois pour le moindre prétexte se mettre à rentrer dans une forme de rapport de force qui débouche sur une escalade et qui se termine par la mort de gens. Regardez dans le cas de Dante Wright, c'était quoi? C'était une histoire de ce qu'on appelle les fresheners, un truc de déodorant, vous savez, qu'on met dans les voitures, qu'il avait mis sur son rétroviseur, et cela, dans certains États, est interdit. Regardez-moi ça, perdre sa vie pour quelque chose pour quelque chose d'aussi insignifiant, même s'il avait un problème où il était convoqué, il n'a pas répondu à une convocation, de ce que j'ai compris, pour une affaire de possession de marijuana, mais c'est pas une raison quand même pour que quelqu'un puisse perdre sa vie. Et en plus de ça, Claude, je termine en disant que en tirant sur, on peut concevoir tout à fait, et personnellement je le conçois, vu la vidéo telle que je l'ai vue, que c'était un accident. Mais même pointer simplement une arme, même un taser, ne se justifiait pas, d'autant plus qu'il y avait il y avait un passager qui était, je crois, la fiancée et la mère de l'enfant du garçon en question. Donc je crois que franchement, il y a un ras-le-bol, et je pense il faut vraiment une réforme profonde du système de police dans ce pays. C'est tout de même assez inquiétant, ce harcèlement des Noirs qui continue. Tout récemment, il y avait le cas en Virginie de ce policier qui arrête un sous-lieutenant de l'armée, un Noir, à une station d'essence pour, dans ce cas-là, de nouveau, une question tout à fait mineure.
il l'arrose au visage avec un vaporisateur à poivre. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la police? Est-ce qu'il y a un racisme chez les policiers? Denis? C'est moi, ok, ça je ne savais pas. Tu sais, je pose une question. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça avec ce jeune homme récemment? Il y avait un mandat pour son arrestation. Il était en train de fuir. Et si une société va marcher comme il faut, tu ne peux pas dire « Ok, bye bye, allez-vous-en, on va venir chez toi ce soir ». Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Mais on pose pas la question qui a provoqué des actions de la police. Pareil avec George Floyd. C'est lui qui a commencé tout ça. Et malheureusement, cet idiot Chauvin, oh là là, ce qu'il a fait. Mais il faut commencer, il faut voir vraiment le commencement. Pourquoi non après? Donc, c'est pas aussi net que de penser, ah ouais, la police, ils sont tous anti-noirs. Je pense pas. Un grand sujet de débat depuis quelque temps, c'est celui de couper les fonds de la police. Herman, quelle est votre opinion à ce sujet? Selon un sondage Gallup, 80% des Noirs veulent plus de policiers, pas moins. Veulent simplement des policiers qui soient mieux entraînés, mieux formés et qui puissent réagir de façon plus raisonnable dans les cas que l'on a vus récemment et qui sont effectivement choquants. Oui, chaque société a besoin de police. On ne peut pas être tranquille sans police pour protéger les gens. Je crois que le problème est qu'on demande trop de police. Si des gens sont malades, surtout s'ils ont des problèmes mentaux, n'est-ce pas? Ils marchent dans la rue, ils sont bizarres dans la rue, etc. Ce n'est pas le rôle de police de faire quelque chose. C'est le rôle des gens, des médecins, des infirmiers, etc. Donc, on demande trop de police. S'il y a des arguments dans les maisons, il y a beaucoup de bruit, les gens dans la maison à côté appellent la police. Pourquoi? Ce n'est pas le rôle de police. Donc, à mon avis, c'est ça le problème. Bien sûr, vous avez raison, la police a besoin de meilleure formation pour traiter des cas comme ça. Mais on demande trop de police. Donc, je ne demande pas on réduit le budget pour la police, mais il faut augmenter le budget pour tous les autres services qui traitent des gens avec des problèmes, surtout de santé, surtout de santé mentale, n'est-ce pas? Bien, il faut voir comment les choses vont se passer. C'est un sujet qui peut-être aboutira devant la Cour suprême. La Cour suprême, justement, qui va peut-être voir le nombre de ses juges augmenter. Certains démocrates le souhaitent. Les républicains y sont fermement opposés. Joe Biden vient d'ordonner la création d'une commission pour en étudier la possibilité. On en discute après cette pause. On les appelle les 9 sages, les juges de la Cour suprême. Pourraient-ils devenir 13? Un élu démocrate a soumis une proposition de loi en ce sens à la Chambre, mais sa présidente, Nancy Pelosi, a répondu « pas maintenant » et ne soumettra donc pas le texte en plénière pour un vote. Elle soutient le décret du président Joe Biden créant une commission pour examiner une possible réforme de la plus haute instance juridique du pays. Biden, on s'en souvient, durant sa campagne, s'était montré plutôt tiède à l'idée d'augmenter le nombre de juges. Alors, René Lake, la création d'une commission est-elle d'une certaine façon une victoire pour la gauche? Oui, on peut le voir comme ça. En tout cas, pour sûr, c'est un compromis.
au niveau de la gauche, entre les progressistes et peut-être les plus modérés, quoique même parmi les modérés, il y en a qui pensent qu'il faut passer à l'extension du nombre de juges au niveau de la Cour suprême. Mais vous savez, Claude, c'est un vieux débat, hein. Comme on parle en français, je vais prendre comme référence la Révolution française, 1789. Eh bien, depuis 1789, juste après la guerre civile ici aux États-Unis, jusqu'en 1869, le décompte que j'ai fait là tout à l'heure avant qu'on ne démarre notre émission, le nombre a changé 7 fois. On est passé de 6 à 5 en 1807, de 6 à 5, pardon, ensuite de 5 à 6, ensuite on est allé à 9, ensuite on est passé à 10, puis encore à 7 et finalement à 9 en 1869. Donc 7 fois de point de vue de mon décompte, et j'en ai peut-être, il y en a quelques-uns qui m'ont peut-être échappé. Donc c'est pour dire que bon, c'est une question qui est aussi vieille que les États-Unis, et vous savez, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va voir ce que la Commission dit. Mais je pense que l'élément déclencheur a été le refus de Mitch McConnell en 2015 de permettre des hearings, de pouvoir entendre le juge proposé par Barack Obama, Merrick Garland, qui est aujourd'hui le procureur général, le ministre de la Justice de Biden. Donc, je crois que depuis cette affaire-là, je crois que ça a créé une situation où la question du nombre de juges à la Cour suprême, le débat, de mon point de vue, est tout à fait inévitable. Oui, Herman Cohen, le dernier président à avoir essayé d'augmenter le nombre des juges a été Franklin Delano Roosevelt, et il n'a pas eu beaucoup de succès. Oui, écoutez, je crois que c'est un faux débat, le nombre de juges. Franklin Roosevelt a eu des juges conservateurs. Il a hérité quand il est devenu président. Donc, il a dit, beaucoup de mes lois ne passent pas parce qu'ils vont vers la Cour suprême. La Cour suprême dit c'est contre la Constitution. Il a dit, moi, je voudrais avoir mes juges dans la Cour suprême. Donc, il faut faire une expansion. Mais ça, c'est un faux débat. À mon avis, le vrai débat, c'est que les juges sont nommés à vie. Donc, vous avez une Cour suprême avec des juges qui ont 85 ans, même 90 ans, etc. Je crois, à mon avis, la vraie réforme, c'est de limiter les juges à 15 ans, ou peut-être 20 ans maximum. Et comme ça, chaque président aura la possibilité de nommer des juges qu'il préfère. Mais c'est un faux débat, le nombre. Ça ne veut rien dire, le nombre de juges. Et la durée du mandat est l'un d'ailleurs des points que va étudier la commission créée par Joe Biden, et aussi sur la façon dont ils procèdent, comment ils choisissent les dossiers sur lesquels ils vont statuer. En tout cas, Herman, la Cour suprême joue un rôle extrêmement important dans la vie des Américains, car les décisions qu'elle prend concernent directement leur vie quotidienne sur des grands sujets de société comme l'avortement, les droits des minorités, les droits de la communauté LGBT, etc., etc. Oui, c'est vrai. Il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, l'avortement était interdit dans 50 États aux États-Unis. C'était complètement interdit, impossible de faire ça légalement. Mais il y avait quand même 2 millions d'avortements par an. Tout ça fait en clandestin, n'est-ce pas? Donc, c'est allé vers la Cour suprême dans un cas qui était Roe contre Wade, où une jeune femme a dit « J'ai le droit de décider de faire sur mon corps ce que je veux ». Et la Cour suprême a dit « Vous avez raison, c'est votre corps ». Donc, ils ont dit « Interdire l'avortement est contre la loi de la Constitution. Chaque personne a la liberté ». Mais ce sera possible qu'un jour, avec une majorité conservatrice, ils vont renverser cette décision, n'est-ce pas?
Mais ça montre, comme vous avez dit, que la Cour a un impact sur chaque citoyen américain tous les jours. Denis, en tant que juriste et en tant que républicain, comment réagissez-vous à cette proposition, à cette possible réforme? Les républicains y sont fermement opposés, évidemment, puisque maintenant ils disposent de la majorité, une large majorité à la Cour, avec 6 juges conservateurs contre 3 progressistes seulement. Je suis d'accord, c'est tellement dangereux de créer une atmosphère de politique dans la Cour suprême. Et c'est ce que les démocrates, les gauchistes veulent faire. Ils ne veulent pas de juges qui sont au milieu, qui sont neutres. Ils veulent leur juge à gauche. C'est ce qu'ils disaient ce matin. Il y a eu un grand meeting à Washington et il disait la même chose. No? We want our judges, hein, qui sont un miroir de leurs attitudes. C'est tellement dangereux. Et j'espère que ça va nulle part. Il faut voir. Mais c'est une remarque largement justifiée de la part des démocrates, en ce sens que sous l'administration Trump, il y a eu plus de 200 juges conservateurs qui ont été approuvés par le Sénat. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a ce risque de politisation de la Cour. Et Stephen Breyer, qui est progressiste, qui a 82 ans, et à qui d'ailleurs les démocrates disent il est peut-être temps de partir afin qu'on puisse vous remplacer par un autre progressiste avant que les prochaines élections. Stephen Breyer est opposé à une réforme parce que justement il dit que ça donnera l'impression aux Américains que l'on veut politiser une institution qui est tout de même très, très respectée. Donc, la commission a 6 mois pour se prononcer, donc à suivre. Le Covid-19 en chanson, c'est ce que proposent 2 superstars du rock, Mick Jagger et David Grohl. Le concert commence après cette pause. Qui eût cru que l'on puisse écrire une chanson sur le Covid-19 ? Eh bien, c'est pourtant ce que vient de faire Mick Jagger en composant Easy Sleazy, dans laquelle il décrit toutes les absurdités de la pandémie. Il est accompagné par l'ancien guitariste de Nirvana, David Grohl, et d'ailleurs, je vous propose d'en écouter un extrait. Prenez-les que dans cette chanson, Mick Jagger aborde bien des aspects de la pandémie. Oui, tout à fait, Claude. Les aspects de la pandémie, en particulier l'aspect principal d'un point de vue de sa perspective, c'est le confinement. Alors, il est un peu railleur même par rapport aux balades dans les petites cours des maisons, dans les jardins d'immeubles, trop de télévision, les kilos en plus, un tantinet d'alcoolisme pour beaucoup, etc., etc. Quoi. Il parle de la prison Covid à laquelle il faut sortir. Bon, moi j'ai trouvé la chanson fort plaisante, très rythmée. La vidéo est une vidéo avec un fond rouge, comme on vient de le voir, avec les paroles pour que tout le monde fasse attention aux paroles, bien entendu, qui apparaissent en blanc. Bon, j'ai trouvé que c'était très plaisant. Mais bon, je dois vous avouer, Claude, moi, je suis encore bloqué il y a 4 ou 5 décennies. J'en suis encore à mon morceau préféré des Stones, Jumping Jack Flash.
Satisfaction, Hey Jude. Voilà un peu là où j'en suis. Donc, j'ai 4-5 décennies de retard là. En tout cas, Mick Jagger a expliqué pourquoi il a composé cette chanson au magazine Rolling Stone, bien nommé. Et il explique qu'en fait, il a voulu faire une chanson optimiste, alors que les gens commencent à retourner à une vie normale, que le confinement semble sur le point de se terminer. Est-ce que en écoutant la chanson, est-ce que ça vous a rendu plus optimiste? Oui, tout à fait. En fait, on voit bien, il cherche à dire que bon, il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'on va s'en sortir, il dit même à un moment que ça va être un souvenir qu'on va vite oublier, etc. Un mauvais souvenir qu'on va vite oublier. Donc oui, tout à fait. Le rythme aussi est upbeat pour cette raison. Donc oui, tout à fait. Je crois que c'est. Alors c'est bien parce que David, lui, il dit qu'il pense pas que ça va être quand même le tube de l'année, mais il espère au moins que ça va être le tube de l'été. Je trouve que c'est bien. Il a une certaine modestie et je trouve que c'est pas mal. Dennis Beaver, votre impression, est-ce que vous êtes un fan de Mick Jagger, des Rolling Stones? Pas tellement. Pas tellement. et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint. Moi, je suis toujours avec la 5e symphonie de Beethoven. Même encore plus loin que moi. Moi, c'était 50 ans. Herman, c'est quoi? 100 ans, 150? 100 ans. Bien, enfin, espérons quand même que cette chanson de Mick Jagger, Sleazy et Easy, amènera un sourire sur nous tous qui en avons bien besoin après. Claude, j'ai vu qu'ils en sont déjà à 1 300 000 vues sur YouTube. Alors voilà. Et l'été n'est pas encore commencé. Tout à fait. Merci. Bien, c'est tout le temps dont nous disposons, malheureusement, pour cette semaine. Merci donc, René, Dennis, Herman, sans oublier notre cher producteur et réalisateur, Serge Djemba. Et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos suggestions, questions et adressez-les à frenchbuzztv.com. À Washington, Claude Porcella. À bientôt.